Bon, on va pouvoir commencer, il est déjà 14 heures. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce webinaire sera le dernier du cycle des Web ESS de 2023. Et au cours de ce cycle, donc, on a abordé plusieurs sujets, les biodéchets, l'égalité femmes-hommes et la mixité professionnelle, les financements dans des projets économie sociale et solidaire, l'emploi et le handicap, la solidarité et le numérique dans le milieu associatif. Donc l'ensemble de ces webinaires, vous pourrez bien sûr les retrouver en replay sur le site internet de la CRES. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de clôturer donc ce cycle de webinaires avec Célia Bech, qui va nous présenter la santé mentale et le bien-être au travail et qui travaille à la Mutualité française de Normandie en tant que responsable d'activité prévention et promotion de la santé et qui est également accréditée formatrice premier secours en santé mentale. Et donc plusieurs points vont être abordés au cours de ce webinaire, comme les différents signes d'alerte, les risques psychosociaux et des pistes pour agir. Et l'intervention de Célia sera poursuivie par le témoignage de Géraldine Marie, qui est responsable filière enfance et famille à Vive 3. Donc, je vais désormais laisser la parole donc à Camille Tournade, responsable des projets des relations institutionnelles donc à la Mutualité française. Donc, j'arrête mon partage d'écran et je vous laisse mettre votre PowerPoint. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Tournade, je travaille à la Mutualité française et je vais juste prendre une minute pour vous présenter rapidement notre structure. Donc, nous représentons la Mutualité française en pôle, environ 500 150 mutuelles pour la région Normandie. Nous sommes une équipe de 12 salariés et nous avons trois missions principales. Donc, parmi ces trois missions, la première, c'est l'influence. Donc, entre autres, promouvoir le mouvement mutualiste et également défendre les intérêts des mutuelles et de ses adhérents auprès des personnalités politiques locales et aussi dans les instances. Ensuite, nous avons une mission d'animation de la vie mutualiste qui consiste à former et informer nos bénévoles sur les différents sujets d'actualité. Et enfin, notre plus grande mission, la mission prévention, sur laquelle six de nos collègues travaillent, donc qui consiste à réaliser des actions de prévention sur différentes thématiques de santé, dont par exemple la santé environnementale, la parentalité et aussi la santé mentale. Donc, une thématique sur la mentale, pour quelles raisons est-ce que c'est une priorité en raison au niveau de la santé publique? À toi, Célia. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Hop. OK. Normalement, vous voyez bien mon écran. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Célia Bèche. Je suis donc chargée de prévention santé à la Mutualité française Normandie. Donc, je suis plus spécifiquement sur le département de la Manche et je suis aussi accréditée donc formatrice premier secours en santé mentale. Donc, merci d'être présent sur ce webinaire qui parlera donc de santé mentale et de bien-être au travail. Mon objectif, c'est vraiment qu'on parle de santé mentale à titre individuel. Je ne vais pas forcément parler de démarche de qualité de vie au travail. On l'abordera brièvement. Mais voilà, mon objectif, c'est qu'on découvre ensemble aussi la santé mentale et les concepts de santé mentale. Alors, j'espère que ça va passer au niveau de mes diapositives. Hop. Alors, avant ça, on a un petit questionnaire pour vous, quelques petits sondages. On a un site de référence sur la santé mentale qui s'appelle donc le Psycom. Je ne sais pas si vous connaissez et je vous mettrai du coup dans la discussion, dans le chat, le site après le webinaire pour que vous puissiez vous rendre sur ce site qui a un outil très intéressant qui s'appelle les mythes et les réalités. Donc, ce que je vous propose pour commencer ce webinaire, c'est qu'on puisse voir trois mythes et réalités. Donc, je vais vous
donner une affirmation et l'objectif, c'est que vous puissiez répondre à un sondage si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation qu'on va vous projeter. Alors, en espérant que ça fonctionne. La première affirmation, c'est les problèmes de santé mentale, c'est privé, cela n'a pas d'impact sur la sphère professionnelle. Donc, normalement, va apparaître sur votre écran un sondage et l'objectif, c'est que vous puissiez vous mettre si vous êtes juste d'accord avec cette affirmation ou si vous ne l'êtes pas. Moi, ça me permet de voir un petit peu où on en est sur la santé mentale et quels sont vos avis. Normalement, j'ai lancé le sondage. Ouais, je le Dites-moi vois. si... Ok, super. Je vous laisse quelques minutes pour Oui, on le répondre. voit et il y a les trois questions qui s'affichent en fait. Oui, Eh ben, du j'ai coup, pas pu faire autrement, mais voilà, les trois s'affichent directement. On va revenir une vous page. avez un petit aperçu. Est-ce que du coup, on répond tout de suite aux 3 questions? Oui, D'accord. j'ai pas su faire autrement, désolée. Alors du coup, oui, vous les verrez. Alors effectivement, la première, c'est les problèmes de santé mentale, c'est privé, cela n'a pas d'impact sur la sphère professionnelle. Le deuxième, le travail, c'est la santé. Et le troisième, le burn-out et le bore-out ne sont pas des maladies professionnelles, c'est une nouvelle mode. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas encore répondu, j'attends un D'accord. petit peu. Je pense que ça doit être bon. Très bien. Alors, Est-ce qu'il sera possible de me donner les résultats? Je ne les oui, vois pas. partagez les résultats. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez les résultats? Alors oui, j'ai les résultats. Super. Merci beaucoup. D'ailleurs, il me semble qu'ils doivent s'afficher sur l'écran. Je le garde précieusement pour moi et je vous déroule mes diapos. Alors, pour la première affirmation, les problèmes de santé mentale, c'est privé, cela n'a pas d'impact sur la sphère professionnelle. La réponse, alors il y a 97% de personnes qui n'étaient pas d'accord avec cette affirmation et 3% qui étaient d'accord avec cela. Alors, la réalité, c'est que l'impact des problèmes de santé mentale est fort, hein. On peut avoir un fort absentéisme, chômage, mais aussi éloignement sur le marché du travail, orientation trop précoce vers le régime d'invalidité. Cette, euh, En fait, ce mythe est réalité, en fait, il veut mettre en avant le fait que les troubles psychiques, c'est la première cause d'arrêt maladie longue durée et la première cause d'invalidité. Et ils sont responsables de 35 à 45% d'absentéisme au travail. Donc effectivement, les problèmes de santé mentale ont un impact sur la vie professionnelle, peuvent avoir un impact sur la vie professionnelle. La deuxième affirmation, c'était le travail, c'est la santé. Alors, vous avez répondu pour 46%, vous êtes d'accord, et pour 54%, vous n'êtes pas d'accord. Alors là, la réponse est effectivement un petit peu des deux, puisque effectivement, hein, le travail peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Il peut améliorer notre sentiment d'utilité sociale, notre estime de soi, mais il peut aussi être à l'origine de problèmes de santé mentale ou aggraver des troubles psychiques existants. Et c'est ce qu'on verra aussi au long de ce webinaire. Et enfin, la dernière affirmation, le burn-out et le bore-out ne sont pas des maladies professionnelles, c'est une nouvelle mode. Alors, vous avez répondu à 92% que vous n'étiez pas d'accord et à 8% vous êtes d'accord. Alors, le travail peut être à l'origine de souffrances qui prend la forme de syndrome d'épuisement professionnel, donc c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et les situations de travail qui mettent en danger notre santé mentale sont nommées les risques psychosociaux. On en parlera dans ce webinaire euh, sur ce que sont les risques psychosociaux. Merci d'avoir participé à ce sondage. Euh, pour parler de santé mentale, il me semble important d'introduire le sujet. Déjà, la santé mentale, de quoi on parle? Alors,
vous avez peut-être connaissance de la définition de la santé de l'OMS qui indique que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit bien en fait que dans la santé, il y a la santé mentale, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, mais aussi que nous avons tous une santé mentale. Et l'OMS fait une définition de la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ce que je vais vous montrer sur la diapositive d'après, c'est que oui, nous avons tous une santé mentale, on n'a pas de santé sans santé mentale, mais que la santé mentale, elle fluctue tout au long de la vie, et on verra même au cours d'une journée, en fonction de divers événements qu'on traverse. Alors là, je vous ai fait une diapositive qui essaye de schématiser de façon très simple ce qu'est la santé mentale. On peut voir la santé mentale sur un continuum. Donc j'ai représenté ça sur par une flèche. Vous avez d'un côté la mauvaise santé mentale et puis de l'autre, la bonne santé mentale. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que la santé mentale fluctue tout au long de la vie en fonction des événements qu'on traverse. Donc logiquement, j'ai des petites animations qui apparaissent. On traverse tout au long de notre vie des événements qui peuvent être négatifs, des événements durables ou ponctuels. Je vous en cite quelques-uns. Par exemple, le deuil, la séparation, une agression, un licenciement. J'ai ajouté le temps pluvieux parce que la santé mentale peut aussi fluctuer au cours d'une journée ou au cours d'une semaine. La situation financière difficile, bien sûr, vous pouvez rajouter des événements à cette liste et cette liste, elle est à s'approprier de façon personnelle. Ce que j'explique par là, c'est que ces événements de vie négatifs qu'on va traverser vont avoir un impact sur notre santé mentale. À ce moment-là, on va peut-être On peut citer par exemple un mariage, avoir un emploi épanouissant, des relations familiales, amicales ou amoureuses épanouissantes, ou tout simplement il fait beau dehors. Voilà. Tout ça va faire que notre santé mentale fluctue tout au long de la vie. Mais on est aussi soumis à des obstacles dans la vie, qui soient individuels ou extérieurs, qui vont un peu nous empêcher finalement d'être dans un état de bonne santé mentale. Ça va être des freins. Alors on peut citer comme frein une mauvaise estime de soi, donc ça c'est plutôt un frein, un obstacle individuel. Le fait d'être sujet au stress, à l'anxiété, d'avoir des difficultés à faire face à ses émotions, le pessimisme, ou on peut aussi avoir des obstacles externes, donc par exemple des mauvaises conditions de travail, une insécurité, subir de la discrimination, et on en verra d'autres dans les risques psychosociaux. Alors bien sûr, on a chacun et chacune d'entre nous des ressources qu'on peut mobiliser pour faire face à ces obstacles et pour améliorer notre santé mentale. Donc encore une fois, ces ressources, elles peuvent être individuelles, elles sont propres à nous-mêmes. On entend souvent le terme de compétences psychosociales, donc c'est ça, on parle des compétences psychosociales qu'on peut mobiliser et aussi des ressources externes. Donc là, j'en ai cité quelques-unes, mais bien sûr, encore une fois, on peut agrandir cette liste. Mais par exemple, comme ressources individuelles, on peut travailler sur notre estime de nous, prendre du recul, reconnaître et nommer, exprimer ses émotions. Mais aussi, on peut essayer d'avoir un loisir ou des activités personnelles qui nous épanouissent, pratiquer par exemple de la cohérence cardiaque, de la relaxation, des méditations, ou alors faire appel à des professionnels de santé, consulter des lignes d'écoute. Tout ça, en fait, ce sont des ressources que l'on pourra mobiliser tout au long de sa vie. Et bien sûr, ces ressources, elles se travaillent tout au long de la vie. Et il peut être intéressant de pouvoir observer les événements négatifs dans la vie que l'on traverse, les obstacles aussi qui nous empêchent d'aller vers une bonne santé mentale et de pourquoi pas travailler tout au long de la vie des ressources pour pouvoir y faire face. Ça, c'était une petite explication sur déjà le concept de santé mentale. Euh, N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Je suis là aussi pour y répondre dans la mesure de mes compétences, bien sûr. Et Ou- Oui, il y avait oui, une question oui, sur le bore-out le de la bore-out. Ouais, définition. ouais.
Alors, le bore-out, c'est l'inverse du burn-out, mais j'y reviendrai à un autre moment. Ça, c'est plutôt en lien avec l'ennui au travail. Euh, et on y reviendra sur le burn-out et le bore-out. Alors, je vais tenter de regarder ce qui se dit effectivement dans le chat. Euh, alors, je, je vais faire ça comme ça. Hop. Oui, dans la discussion. Il existe aussi le burn-out. Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, oui, beaucoup de questions sur le burn-out et le bore-out. Vous pouvez aussi répondre hein, dans le chat. Merci des réponses qui sont apportées. Alors, check. Camille, n'hésite pas à me dire ce qu'il y a dans la conversation. Alors, maintenant, on entend souvent le terme, Dans le fil de discussion. Ok, très bien. oui, on entend souvent le terme trouble psychique. Et parfois, entre santé mentale, trouble psychique, un petit peu compliqué de s'y retrouver. Alors, moi, j'ai une solution très simple pour déjà définir ce qu'est un trouble. Un trouble psychique, c'est une pathologie et on parle de trouble dès lors que les signes de mal-être perdurent dans le temps, sont très intenses et ont un impact sur la vie sociale et professionnelle et familiale, etc. Les trois mots que finalement je vous invite à retenir, c'est l'impact, l'intensité et la durée. Dès lors que des signes de mal-être durent dans le temps et qu'ils ont une répercussion sur notre vie, sur tous les plans de notre vie, hein, ou plusieurs plans de notre vie, et qui sont intenses, c'est-à-dire qui déclenchent en nous une réelle détresse, alors on va s'inquiéter. Et là, peut-être qu'effectivement, on pourra avoir à faire appel à un professionnel aussi. Et on le verra dans le processus des premiers secours en santé mentale. Alors, dans les troubles psychiques, euh, j'ai détaillé les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles schizophréniques et troubles psychotiques, les troubles bipolaires, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de stress post-traumatique. On parle donc bien de troubles, euh, puisqu'on a l'impact, l'intensité et la durée. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'on peut tout à fait être en bonne santé mentale alors que nous vivons avec un trouble psychique. Donc, on peut ressentir un bien-être mental grâce à des relations sociales satisfaisantes, une activité épanouissante, une bonne estime de nous-mêmes. Et ça, c'est possible dès lors qu'on bénéficie d'un soin, d'un accompagnement, d'un soutien social. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Et inversement, une personne peut ressentir un mal-être sans pour autant être concernée par un trouble psychique. Donc, c'est par exemple le cas lorsqu'on vit un événement déstabilisant, un événement de vie négatif, voilà, comme par exemple le deuil ou une séparation. Voilà sur le petit point sur les troubles psychiques. Hop. Alors, on va faire un petit point sur la santé mentale et le travail en définissant peut-être ce que sont les risques psychosociaux, puisque les situations qui surviennent au travail et qui mettent en danger notre santé mentale sont regroupées sous le terme donc risques psychosociaux. Ce sont des risques qui sont liés à l'environnement professionnel et qui portent atteinte à la santé physique, mentale des travailleurs. Et ils sont à l'interface entre l'individu, donc le psycho, et sa situation de travail sociale. En fait, les risques psychosociaux ils sont définis comme un risque pour la santé mentale et la santé physique des travailleurs. Donc, leurs causes, elles sont à chercher à la fois dans les conditions d'emploi, dans l'organisation du travail et dans les relations de travail. Et il faut savoir que les risques psychosociaux, ils concernent vraiment toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quels que soient les secteurs. On peut nommer donc dans les risques psychosociaux le stress. Alors le stress, c'est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. On peut parler de surcharge de travail, de manque de moyens, de manque d'autonomie. On a aussi les violences internes à l'entreprise. Donc ça, ce sont des violences qui sont commises au sein de l'entreprise par les salariés. On peut nommer le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les conflits au sein des personnes, entre les équipes. Et puis, nous avons aussi les violences externes à l'entreprise, donc des violences qui sont commises sur les salariés par des personnes externes à l'entreprise, insultes, menaces, agressions. On retrouve ça, par exemple, dans les métiers qui ont un contact client. Voilà pour les risques psychosociaux. Alors,
j'ai quelques chiffres clés à vous soumettre. C'est une enquête de l'adresse qui nous indique que 30% des personnes qui ont donc de cet échantillon signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. 25% des personnes disent devoir faire appel à d'autres en cas d'incident. Voilà. 20% craignent de perdre leur emploi. 9% des personnes disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. 27% déclarent devoir cacher leurs émotions et faire semblant d'être de bonne humeur. Et enfin, 45% déclarent devoir, toujours ou souvent, se dépêcher. Ces quelques signes sur les risques psychosociaux, quelques chiffres sur les risques psychosociaux que j'avais envie de vous soumettre. Et pour vous dire que les risques psychosociaux ont un impact fort et sur la santé physique. Là, on peut nommer les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil, mais aussi sur la santé mentale avec la dépression, anxiété, le fameux burn-out ou le bore-out, vous avez tout à fait raison. Et euh, on peut aussi arriver à la crise et les intentions suicidaires. Euh, Excuse-moi, Oui. Célia, je te coupe. Dans le fil de Vas-y. discussion, il y a un des participants qui a partagé des petits, Ah oui, des une infographies. infographie, c'est Ouais, ça, sur le bore-out, oui, merci burn-out Florian. et burn-out. Super, merci. Elles sont très bien, ces infographies. Effectivement, le bore-out, le burn-out et le En complément brown-out. de tes éléments. Merci, merci beaucoup. Vous avez aussi un petit guide d'aide à la prévention qui a été fait et que je trouve vraiment très bien, que vous pourrez trouver sur le site de donc, l'Institut national de recherche et de sécurité, que je vous enverrai, qui traite du syndrome d'épuisement professionnel et du burn-out, mais qui indique aussi le burn-out, le bore-out. Je vous mettrai tout ça à la fin de mon intervention dans l'espace commentaire pour que vous puissiez éventuellement vous en saisir. Merci de partager des infographies comme celle-ci. Euh, Merci beaucoup. Alors, je disais que effectivement, les risques psychosociaux peuvent avoir des conséquences tant sur le salarié, mais aussi des conséquences collectives et sur l'entreprise, puisque elles peuvent avoir comme conséquence un fort taux d'absentéisme, le turnover, une baisse de productivité et de performance, une démotivation de l'équipe et aussi une atteinte à l'image de l'entreprise. Donc, je vous ai mis cette petite phrase. C'est pourquoi le mal-être de l'un est le problème de toutes et tous au sein de l'entreprise ou de l'établissement. C'est vraiment pour vous dire à quel point finalement les risques psychosociaux voilà, peuvent avoir des conséquences, pas tant que sur l'employé, mais voilà, aussi sur l'entreprise. Je vous avais fait un petit point sur le burn-out. Alors, le travail peut être à l'origine de souffrance. C'est donc, elle peut prendre la forme du syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out. En fait, il s'agit d'un phénomène par lequel une personne donc, se consume au travail, une forme de surmenage extrême qui mène à l'épuisement émotionnel, physique et psychique. Le risque de burn-out est avéré lorsque des conditions de travail génèrent des tensions fortes et sont exigeantes du point de vue émotionnel. Donc c'est un syndrome en 3 dimensions. Peut-être qu'elles sont mises sur les infographies que Florian a partagées dans l'espace commentaire. Mais on a l'épuisement émotionnel, donc la fatigue extrême due à une exposition prolongée aux facteurs de risque psychosociaux. C'est souvent la première manifestation du burn-out. On a aussi une deuxième dimension, c'est le cynisme vis-à-vis de son travail, donc les attitudes négatives vis-à-vis de son travail, et la diminution de l'accomplissement personnel du travail, donc une dévalorisation de soi, se sentir inefficace ou ne se sentir pas à la hauteur dans son poste. On a la 11e révision de la classification internationale des maladies qui indique que le burn-out ou l'épuisement professionnel est considéré comme un phénomène lié au travail. Il n'est pas classé parmi les maladies, mais il est décrit dans le chapitre, et là je vous cite, facteurs influents sur l'état de santé et sur le motif de recours aux services de santé, qui regroupe les motifs qui ne sont pas classés comme maladie, mais pour lesquels les personnes s'adressent aux services de santé. Donc dans cette classification, le burn-out, en fait, il est aussi défini comme un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré.
Voilà, pour le burn-out, n'hésitez pas à inscrire dans l'espace discussion si vous avez des choses à partager. Je passe à la diapositive suivante qui évoque les facteurs de risque. Puisque même s'il existe des risques à caractère donc, individuel qui vont influencer l'apparition des troubles et des risques psychosociaux, les risques psychosociaux ont souvent des causes communes liées aux conditions de travail. On peut citer 6 facteurs de risque que que j'ai inscrits ici et que je vais vous détailler un petit peu. On a le premier facteur de risque psychosociaux, l'intensité et le temps de travail. Donc là, on va parler de surcharge de travail, on peut aussi parler de travail en horaire décalé, les contraintes, les délais stricts, des cadences de travail élevées, des objectifs aussi parfois irréalisables ou flous, des instructions contradictoires. Ça, c'est le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est les exigences émotionnelles. Donc là, on parle aussi des métiers dans lesquels on doit afficher un sourire en toutes circonstances, ou les métiers où il y a un contact avec la souffrance, la peur ou la détresse. Le troisième facteur de risque, on va parler aussi du manque d'autonomie dans le travail. Donc, avoir peu de marge de manœuvre, avoir pas ou peu de pouvoir décisionnel, ne pas pouvoir mobiliser aussi l'ensemble de ses compétences, ne pas pouvoir interrompre son travail ou devoir interrompre une tâche pour une autre, ou l'impossibilité aussi d'anticiper certaines tâches. Le quatrième facteur de risque, on va aussi parler de la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail. Donc là, c'est par exemple les mauvaises relations avec les collègues ou la hiérarchie, le manque de reconnaissance, sentiment d'injustice, absence de possibilité de parcours professionnel, déséquilibre entre les efforts demandés et les avantages tirés. Oui, Bruno, je vois Bruno qui dit quand l'insécurité déborde dans la vie privée, c'est une horreur. Je continue sur le cinquième facteur de risque, les conflits de valeurs. Ça, c'est faire quelque chose que l'on désapprouve, qu'on trouve inefficace. C'est un cinquième facteur de risque psychosocial. Et enfin, le sixième facteur de risque, c'est l'insécurité de la situation de travail. Là, on peut évoquer la peur de perdre son emploi, d'avoir une baisse de salaire, les insécurités liées à des changements d'organisation dans son poste, par exemple. Je vous ai mis ces facteurs de risque pour vous indiquer que pour prévenir donc les risques psychosociaux, là, il y a une démarche de prévention collective qui doit être centrée sur le travail et son organisation et qui s'intéresse à ces facteurs de risque que là. Ces facteurs de risque là. Voilà pour vous exposer les 6 facteurs de risque psychosociaux. Alors, je suis aussi ici pour vous présenter les ressources. Et pour moi, il me semblait intéressant de vous présenter les ressources en 3 phases. Puisque, comme je vous disais au début de ce webinaire, la santé mentale, elle fluctue dans un état de bonne santé mentale et de, entre guillemets, mauvaise santé mentale. Et pour moi, il y a des interventions à chaque fois. Quand on est dans une bonne santé mentale, on va plutôt parler de prévention. Et là, on va distinguer la prévention individuelle. Et là, je vais vous inviter toutes et tous à prendre soin de votre santé mentale au travail, mais aussi prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Et on va aussi avoir des mesures de prévention collective, comme je vous le disais, centrées sur les conditions de travail et sur les 6 facteurs de risque que l'on a vus avant. Ensuite, on peut avoir des premiers signes d'alerte, des premiers signes de mal-être. Euh, et c'est là où l'intervention précoce est absolument nécessaire, dans le sens où plus on intervient précocement, et meilleur sera le rétablissement. C'est dans ce cadre-là que peuvent intervenir les premiers secours en santé mentale. Donc, je vous expliquerai aussi ce que sont les premiers secours en santé mentale. Dans la récolte de vos besoins, j'ai vu que certaines personnes avaient aussi besoin et envie de connaître un petit peu mieux ce que c'était les premiers secours en santé mentale. Donc, je vous expliquerai l'importance des premiers secours en santé mentale à ce moment-là. Et puis, enfin, quand le mal-être est installé, alors là, on peut parler de burn-out, on peut aussi parler de dépression, on peut parler de troubles anxieux. C'est là où on peut se poser la question, qui pour m'aider? Quels soins, quelle aide, quelles ressources mobiliser euh, pour, euh, pour aller mieux?
J'attire votre attention sur la phrase du dessous qui indique les autres ressources à mobiliser tout au long de sa vie. Là, on va parler de l'entourage soutenant. Euh, alors, entourage familial, amical, en tout cas, le soutien que l'on peut avoir, des techniques complémentaires. Alors là, j'ai cité entre autres la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, le fait de prendre soin de soi au quotidien, de pratiquer un loisir épanouissant. Euh, Ça, à mon sens, ce sont voilà, des ressources qu'on doit mobiliser tout au long de sa vie et qui sont complémentaires à ce que je vais vous détailler. Alors, si on vient au début, quand on n'a pas de signe d'alerte, que finalement, ça va pour nous, on a, comme on l'a dit, une obligation, nous aussi, hein, de l'employeur en tout cas, et une prévention collective qui peut être mise en place au sein de l'entreprise, qui est, comme je le disais, euh, centrée sur les 6 facteurs de risque psychosociaux connus, donc l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs, les insécurités de la situation de travail. Il faut savoir que du côté de l'employeur, il peut y avoir donc, une analyse des facteurs de risque. Donc, l'objectif, c'est de les analyser, de les comprendre, d'écouter et de dialoguer aussi avec les équipes et d'agir sur les facteurs de risque en établissant un plan d'action. Euh, Soit aussi réduire ou éliminer donc les facteurs de risque psychosociaux en agissant sur les causes identifiées, soit en renforçant les ressources des salariés s'il y a des facteurs de risque qui parfois seront de toute façon présents parce qu'ils sont liés au métier. Je parle par exemple des horaires décalés ou quoi. Euh, on peut aussi donner les ressources aux salariés pour faire face à ces facteurs de risque ou soit en limitant les conséquences des risques psychosociaux, donc en renforçant la détection, le soutien des personnes en difficulté, par exemple en formant les managers ou en formant les équipes au premier secours en santé mentale pour pouvoir mieux repérer et orienter une personne dès lors qu'il y a des premiers signes de mal-être. Du côté du salarié, en tout cas du côté de l'individu, du côté de la personne, euh, c'est aussi notre rôle d'être acteur de notre propre santé mentale. Donc, c'est-à-dire repérer les facteurs de risque aussi, hein, et puis pouvoir aussi alerter soit son employeur, soit la médecine du travail, soit le service de santé au travail, et de mettre en place des mesures de prévention individuelle pour prendre soin de sa santé mentale, et notamment au travail. Et là, je vous ai listé quelques points pour prendre soin de sa santé mentale au travail. Je cite notamment et je vous indique aussi que je suis en... Voilà, j'ai aussi beaucoup pris ces astuces sur le site de Psycom. C'est pour ça que je vous mettrai le site Psycom ensuite dans l'espace commentaire. Faire intervenir un ergonome, oui, tout à fait. Euh, Tout à fait, dans la prévention collective. Euh, alors, je peux vous citer donc, comme astuce, ou en tout cas comme point pour prendre soin de soi, faire des pauses, apprendre à dire non, prioriser les tâches et les hiérarchiser, et aussi se fixer des objectifs réalisables. Et là, on peut dire privilégier des petits objectifs successifs. Il vaut mieux se fixer des petits objectifs successifs que l'on atteindra, plutôt que de viser la Lune directement et au risque de sentir, de ne pas avoir atteint son objectif. Je vous invite vraiment à formuler quotidiennement des petits objectifs successifs et aussi de connaître vos limites. Et ça implique forcément de savoir demander de l'aide. Euh, j'ai atteint les limites de mes compétences. Voilà, je serais pas là. Je pense que je ne serais pas capable de faire ça. Euh, et aussi savoir demander de l'aide. Comment on peut m'aider? Euh, Savoir demander de l'aide, ça implique aussi que nous, on puisse aussi aider les autres. Puisqu'on est dans le cadre du travail, on peut être en lien avec donc, une équipe et savoir aider les autres est aussi primordial, puisque dans la diapositive que je vous ai montrée, hein, je le disais bien, les problèmes des uns sont le souci de toute une équipe. Voilà, généralement, il y a aussi un impact collectif et sur l'entreprise. Donc, savoir aider les autres est aussi un point important.
Savoir reconnaître aussi nos réussites et nos points forts. Souvent, on a tendance à se concentrer beaucoup sur ce qu'on fait de mal. Euh, pour autant, il y a plein de petites choses qu'on fait au quotidien très bien. Et je vous invite vraiment à mettre le doigt sur vos réussites et à mettre le doigt sur ce que vous faites de bien. Tout ça, ça va renforcer votre sentiment de réussite et ça va aussi jouer sur votre santé mentale. Et puis aussi, alors, savoir gérer les conflits, soit voilà, en se formant à la communication bienveillante euh, ou à la méthode OSBD. Alors ça, c'est entre autres hein, observation, sentiment, besoin et demande. Observer ses sentiments, ses besoins et savoir formuler une demande claire euh, sur ses besoins. Tout ça, c'est des petites astuces que je vous donne, mais qui peuvent faire aussi la différence. N'hésitez pas à en partager dans l'espace de discussion si vous en avez d'autres aussi, hein. C'est fait pour ça aussi, ces webinaires. Alors, on va passer ensuite à qu'en est-il dès qu'il y a les premiers signes d'alerte? Alors, si vous voulez bien, je vais passer la... Dans la discussion, il y Oui, a Bruno sur la... oui, Bruno. Dis-moi, Oui, que Camille. Bruno, je sais pas si on m'entend bien. Oui, on t'entend. Oui, non, mais juste, c'était pour signaler que Monsieur l'évêque avait aussi dit qu'on pouvait trouver des informations sur l'ARACT. Oui. Et est-ce qu'il existe des modules de formation? Ça, c'est Monsieur Sérédarian qui pose Ah, la oui, alors, question pour savoir dire non. savoir dire non. Peut-être. Là, je vous invite vraiment à vous renseigner. Là, je pourrais pas vous Mm. dire. J'ai pas envie de dire des choses que je ne sais pas. Mais s'il y a des modules de formation savoir dire non, eh ben, effectivement, ça peut être une ressource à mobiliser. Euh, alors, je vais passer à la diapositive d'après, puisque là, je vais vous parler des premiers signes d'alerte, mais peut-être qu'il est bon de voir les signes d'alerte avant. J'avais mis un petit peu dans l'autre sens, mais je vais vous montrer la diapositive sur les signes d'alerte. Quels sont les signes d'alerte qui nous indiquent que ça commence à pas aller fort? Et là, pareil, n'hésitez pas à ajouter dans l'espace commentaire des signes d'alerte si j'en ai oublié. On peut noter comme signe d'alerte l'irritabilité, être plus agressif, la nervosité, ressentir de l'angoisse, des difficultés à se concentrer. La tristesse aussi est un signe d'alerte. Euh, les insomnies, un impact sur le sommeil, les maux de tête ou les douleurs articulaires, puisque le mal-être mental a aussi des répercussions physiques. On peut aussi noter les pertes d'appétit ou en tout cas les changements de comportement alimentaire, perte d'appétit ou au contraire un appétit mangé davantage, des palpitations cardiaques, entre autres. N'hésitez pas à rajouter des signes d'alerte si vous en trouvez d'autres. En tout cas, dès lors qu'on identifie ces signes d'alerte, euh, eh bien, il faut intervenir de façon précoce. Et je vous ai mis être à l'écoute de ces signaux d'alerte, mais aussi ceux des autres. Parce que c'est ça, les premiers secours en santé mentale. Et là, je reviens du coup à la diapositive d'après, puisque quand on parle d'intervention précoce, en fait, il s'agit d'abord de repérer les signes d'alerte, de pouvoir approcher une personne et de l'orienter vers les ressources appropriées. Et les premiers secours en santé mentale, donc c'est une formation citoyenne, qui nous permet d'acquérir des méthodes pour, et de un, mieux repérer. Alors là, on va parler des troubles de santé mentale qu'on a vu au début. Donc, on parlera de dépression, de troubles anxieux, de troubles psychotiques, de troubles liés à l'utilisation de substances, mais qui nous permet aussi d'approcher la personne, d'adopter une attitude, un comportement adapté, de l'informer sur les ressources disponibles et surtout d'encourager la personne à aller vers les professionnels adéquats. Et en cas de crise, alors là on parle particulièrement de la crise suicidaire, des intentions et des pensées suicidaires, de relayer au service le plus adapté. Euh, je ne sais pas si parmi vous tous, vous êtes formés au premier secours physique. Eh bien, il faut se dire que les premiers secours mentaux, c'est la même chose. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir repérer une personne qui est en souffrance psychologique pour lui permettre d'avoir les soins appropriés. Euh,
pour pouvoir lui permettre d'avoir les soins appropriés. Je lisais du coup le commentaire sur le sommeil, syndrome d'apnée du sommeil, du coup, qui peut aussi s'ajouter aux difficultés. Euh, si vous êtes intéressé par les premiers secours en santé mentale, il me semble qu'il y aura un moment de questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir davantage sur cette formation. C'est une formation en tout cas de 2 jours qui nous permet d'aborder les 4 troubles psychiques je vous ai précédemment cités et voilà, de suivre un plan d'action pour pouvoir venir en aide à une personne qui a des premiers signes d'alerte. Le message clé des premiers secours en santé mentale, c'est de dire que plus le délai d'intervention est long et plus le rétablissement sera difficile. À l'inverse, si on veut être un petit peu plus positif, euh, plus le délai d'intervention est rapide et meilleur sera le rétablissement. D'où l'importance que l'on soit finalement tous secouristes même au sein du travail, qu'on puisse mieux repérer dès lors qu'un collègue va mal ou qu'un employé va mal. Je vois que Bruno indique qu'il est secouriste. Combien coûte la formation des premiers secours en santé mentale? C'est une formation qui coûte donc 250 € par personne. C'est PSSM France. Je vous mettrai également le lien de PSSM France dans la discussion qui fixe le coût de cette formation. Euh, il inclut un manuel que vous aurez. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas à côté de moi. J'aurais bien aimé vous le présenter, en tout cas le visuel, mais en tout cas voilà, qui inclut un manuel que vous aurez avec vous, tout proche de vous, pour pouvoir vous y référer. Euh, Alors, il y a une question sur le CPF. Je ne suis pas sûre de l'information du financement via le CPF, malheureusement. Euh, mais via votre service de formation interne, pourquoi pas. Je vois qu'il y a des secouristes dans l'assemblée. Super. Et ça, pareil, en tant que secouriste, bah, c'est aussi notre rôle que de parler de la formation. Euh, Puisque voilà, plus on est formé à repérer les troubles, plus on est formé donc à les repérer, plus on est formé à aussi savoir approcher des personnes et à les orienter vers le soin. Et eh bien, meilleur sera le rétablissement. Et du coup, ça me fait une transition toute trouvée sur qu'en est-il quand le trouble est installé. Pardon. Euh, Hop, voilà. Qu'en est-il quand là, le trouble est avéré, le trouble est installé, quand ça ne va pas? Vers qui je peux me tourner quand ça ne va pas? Alors, là, je vous ai cité le site de Psycom qui nous indique toute une liste de personnes que l'on peut solliciter, notamment dans une première intention, on peut faire part de notre mal-être et là, pour faire le lien avec le travail, à une collègue ou un collègue de confiance, notre manager aussi, hein, de proximité. La médecine du travail ou les services de santé au travail dans les plus grosses structures, euh, voilà, qui bénéficient. Donc, il y a d'autres professionnels hein, dans les services de santé au travail. On peut effectivement noter, il me semble que j'avais vu dans les commentaires l'ergonome, mais il y a donc des infirmiers, des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues du travail qui peuvent nous apporter du soutien quand nous sommes en difficulté sur notre poste de travail. On peut aussi parler des représentants du personnel. Et on peut aussi, hein, et même mettre en avant le rôle du médecin traitant ou du médecin qui, lui, aura le rôle de nous orienter vers des professionnels de santé ou en tout cas nous indiquer les démarches à suivre. On peut aussi directement se tourner vers des psychothérapies. Et donc là, on peut voilà, citer des psychologues ou psychiatres dans certains troubles psychiques ou des associations d'aide aux victimes. Alors, je vous ai mis, puisque je vous parlais de Psycom, c'est parce que Psycom, il y a une page très intéressante, je trouve très intéressante. C'est une page qui recense toutes les lignes d'écoute. Une autre ressource que vous pouvez mobiliser, c'est les lignes d'écoute mises à disposition.
Et là, je vous cite, à mon sens, en santé mentale, une des plus importantes, qui est le 3114, une ligne d'écoute, prévention du suicide, euh, voilà, qui est une ressource indispensable et très intéressante quand on parle de santé mentale. Je vous mettrai dans le fil des commentaires la page qui vous renverra tout de suite vers cette page-là, puisque vous retrouverez les lignes d'écoute par thématique, thématique de santé, mais aussi par tranche d'âge. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder ces ressources-là. Je vois que apparemment l'association En- La Clé de Rouen propose la Oui, formation pour le en secours en santé mentale. complément. Oui. Alors, Oui, pardon. En Karen, complément, il y a aussi Karen oui. qui indique que des mutuelles peuvent aussi proposer des soutiens et un peu comme tu le disais avec Psycom, que la médecine du travail propose aussi des soutiens gratuits psychologiques. Tout à fait, tout à fait. Quand je vous parlais justement de psychothérapie, eh bien effectivement, j'ai une petite diapositive qui parle de ça. Les psychothérapies, on peut nommer particulièrement la thérapie cognitivo-comportementale par un psychothérapeute, donc qui peut être un psychiatre, un médecin non psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste. Je vous ai mis le dispositif Mon Psy. Et pareil, je vous mettrai dans la discussion un lien qui vous enverra sur cette page-là qui vous permet de trouver un psychologue euh, près de chez vous du dispositif Mon Psy. Il y a aussi sur le site de Psycom des associations de thérapeutes que vous pouvez appeler pour avoir des questions sur les psychothérapies, euh, si vous en avez, et qui pourront aussi vous renseigner. Effectivement, certaines mutuelles voilà, donnent accès à des consultations gratuites. Merci Karen. Donc effectivement, les psychothérapies, si vous faites la formation des premiers secours en santé mentale, vous aurez du coup quelques indications complémentaires sur les psychothérapies, les ressources pour chaque trouble. Euh, voilà, vous pourrez être davantage renseigné sur les psychothérapies. Moi, je vous ai juste cité la thérapie cognitivo-comportementale, mais à vous aussi d'aller voilà, prendre connaissance, peut-être sur le site de Psycom ou sur d'autres sites, si vous en avez, n'hésitez pas, sur les différentes psychothérapies. Je vous ai aussi indiqué comme ressources les associations, les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, que vous pourrez aussi retrouver sur le site de Psycom. Vous avez, il me semble, depuis peu, une cartographie par région, voire même par département des GEM. Et ça, pareil, l'entraide par les pairs est une ressource indispensable en santé mentale que vous pouvez mobiliser ou que vous pouvez conseiller dans une approche d'aide à une autre personne. Et enfin, parce qu'on ne peut pas parler de santé mentale sans parler des autres ressources pour rendre sa santé mentale au quotidien, euh, on peut citer l'hygiène de vie, pratiquer de l'activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée. On peut parler du sommeil. Et là, j'avais vu dans les commentaires euh, le, l'apnée du sommeil. En tout cas, dormir suffisamment, adopter un rythme de sommeil régulier. Et en fait, à chaque fois, on peut trouver des ressources qui nous permettent de travailler ces points-là. Euh, Participer à des actions de prévention sur l'alimentation. Se sensibiliser pardon, sur le sommeil. Faire appel à une sophrologue, par exemple. Je vous invite aussi tous et toutes à pratiquer ou à trouver une activité de loisir qui vous épanouisse. Ou, et là c'est des exemples que je vous donne, hein, mais par exemple, pratiquer la gratitude. Souvent on entend aussi comme ressource tenir un journal de gratitude. Écrire 5 gratitudes le soir, qui peuvent être toutes bêtes, hein, mais voilà, pratiquer la gratitude au quotidien. On peut aussi travailler la gestion du stress. Alors là, vous avez la cohérence cardiaque, la relaxation, la respiration. Peut-être on peut citer les applications. Petit Bambou, vous la connaissez sûrement, ou Respire Relax, qui peut vous aider au niveau de la respiration, qui sont de super applications.
que vous pouvez mobiliser comme ressources. La méditation aussi. Il y a des méditations guidées aussi qui se trouvent, hein. Euh, alors, il y a Bruno qui nous donne une autre ressource. Je ne la connais pas, l'onirologie. Donc, voilà. Curieuse d'en connaître davantage. Euh, alors, bien sûr, se promener et prendre du repos. Alors, soit prendre l'air, mais aussi des temps de repos chez vous vous permettent de prendre soin de soi. Autorisez-vous des pauses, des moments de calme et de repos, de ne rien faire finalement. Et enfin, connaître ses besoins, ses envies, ses émotions, c'était un petit peu la conclusion que j'aurais aimé vous faire, c'est qu'il est important de se connaître soi-même, donc d'identifier ces signes d'alerte, d'identifier les risques, mais aussi de se connaître. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie. Plus on se connaît et voilà, plus on pourra mettre en place dans son quotidien des choses pour prendre soin de soi. Et pareil, plus on connaît ces obstacles aussi, et plus on pourra identifier des ressources à mettre en place pour les contrer. Donc peut-être s'inscrire dans un club, je dis yoga, je dis cohérence cardiaque, je dis méditation, je dis pratiquer un sport. Voilà, peut-être trouver une action de prévention de gestion du stress, si c'est le stress notre problématique, ou l'estime de soi, si c'est l'estime de soi notre problématique. Voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail euh, personnel, puisque la santé mentale, voilà, est un cheminement personnel, et je vous invite vraiment à vous questionner sur ça. Et puisqu'on est aussi ensemble pour se questionner sur la santé mentale, je vous invite et je vous pose une question. Vous, quelles sont les choses qui vont vous rendre heureux pour conclure ma partie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelles sont les choses qui vous aident au quotidien? Le partage d'expérience peut être une très bonne chose aussi. Donc, aidons-nous les uns les autres et voilà, dites, dites-nous si vous le souhaitez, si vous avez des choses, vous, qui vous rendent heureux. C'est la Et, petite... eh bien, Oui, Célia, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à, à la partager, randonnée. Ouais. c'est ça. Donc, il y a les mantras, par exemple, des accords Toltec. Et Oui, sur comment dire, oui. l'onirologie, c'est Bon. l'étude des Étude des rêves. rêves, d'accord. Ok, super. Ouais. Alors, je lis les commentaires en même temps. Et effectivement, donc je vois les accords Toltec. On peut aussi citer les quatre langages de l'amour. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ça peut être bien de les rappeler, hein. Je vous inviterai à aller regarder sur Internet les quatre langages de l'amour. C'est un complémentaire avec les accords Toltec. Ce n'est pas facile de bien respirer, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des applications qui peuvent vous aider. Respire Relax, peut-être, pour aider à, à pratiquer la respiration. La randonnée, bien manger est vital, nous dit Karen. Ouais, l'acidité du stress, le yoga, la méditation, la marche. Écrire, oui, tout à fait. On peut aussi écrire. La course à pied, les découvertes scientifiques, oui. La lecture de romans, oui, la lecture, faire de la moto, le partage, si possible, chanter, le roller, donc l'étude des rêves, effectivement. Bah, je vais m'intéresser à ce sujet alors. Merci, merci Bruno. Le contact avec les animaux et la nature. On parle aussi d'art-thérapie, euh, donc avec, aussi avec les animaux, avec l'art, des activités de loisirs. Alors lire, aquagym, voilà, voir ses enfants, préparer à manger. Passer des moments auprès des proches, être bien entouré et être, voilà, pratiquer aussi la gratitude, être bien entouré. Quand je vous disais tenir un journal de gratitude, ça peut aussi dire je suis heureuse d'être bien entourée. Pas la peine de chercher bien loin finalement. Effectivement. Un bon plaid et un thé devant un bon film, s'aimer. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous ai posé cette question, parce que c'est bon de finir un webinaire de santé mentale en partageant des ressources, parce qu'on en a tous. C'est pour ça que je vous ai posé cette question, parce que quand on cherche, on a des tonnes de choses qu'on aime aussi pour se faire, pour être heureux finalement. Jouer à des jeux de rôle avec des amis.
Alors, n'hésitez pas à continuer, hein, à commenter. Moi, je vais peut-être passer le relais pour la partie témoignage, euh, puisqu'il y a une partie témoignage ensuite. Oui, on Et va n'hésitez pas. laisser la parole à Géraldine. En tout cas, merci beaucoup Célia, c'était très intéressant. On voit qu'on est tous concernés par la santé mentale. Et donc, je vais maintenant partager mon écran pour voir. Tac. Alors, hop là. Voilà, donc maintenant, ça va être au tour de Géraldine Marie, qui est responsable filière enfance et famille à Vive 3, qui va nous faire son retour d'expérience sur la formation premier secours en santé mentale. Donc, je te laisse la parole. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions parce que du coup, je vais regarder un peu mes notes et je vais pas voir s'il y a une question. Alors avant, j'ai juste présenté vite fait Vive 3 pour les participants. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif et qui est régie par le Code de la mutualité. Donc, ça représente environ 1600 collaborateurs et 180 services. Et du coup, à l'écran, vous avez la carte, c'est bon? Je la vois pas. Ouais. Donc, Vive 3 Normandie, Oui, donc c'est bon, on voit bien c'est la bon, carte. merci. C'est composé de trois grands pôles. Il y a le pôle produits et services, avec notamment l'enseigne Écoutez et Voir, donc ce sont les opticiens et les centres de santé auditifs. Le deuxième pôle, c'est le pôle de soins, avec les 28 centres de santé dentaire, les pharmacies et les centres de soins infirmiers. Et enfin, le pôle accompagnement. Donc, sur la slide d'après, il y a le focus sur le pôle accompagnement. Je ne sais pas si vous pouvez passer celle d'après. Et donc voilà, donc le pôle accompagnement, donc il y a quatre grandes activités. L'activité handicap, avec des structures de travail, d'hébergement, d'accompagnement. L'activité personnes âgées avec des résidences autonomie et des EHPAD. L'activité service à domicile avec des SIAD et des centres de soins infirmiers. Et enfin, l'activité enfance-famille, donc, dont je suis responsable et qui comprend 5 EAJE et d'IRPE. Donc, les EAJE, ce sont les établissements d'accueil de jeunes enfants, communément appelés les crèches, et les relais petite enfance. Donc, je précise que ce sont des lieux de proximité dédiés à l'accueil de jeunes enfants. C'est l'endroit où les parents vont se renseigner quand ils vont avoir un enfant et qu'ils cherchent un mode d'accueil. Donc, les deux grandes missions des relais, c'est d'accompagner les parents dans leur parcours de recherche d'un mode d'accueil et aussi de les accompagner dans leur rôle de particulier employeur quand ils emploient une assistance maternelle. Et la deuxième grande mission des relais, c'est justement d'accompagner les assistants maternels dans le cadre de l'exercice de leur métier, dans leur démarche, en leur proposant des temps d'échange ou d'analyse de pratique. Donc voilà, donc en tant que responsable de la filière enfance-famille, j'ai eu connaissance de la formation des premiers secours en santé mentale parce qu'on travaille très régulièrement avec la Mutualité française Normandie pour des actions de prévention et de promotion de la santé. Et donc, il y a quelques mois, lors de la Londres, la responsable régionale m'a parlé de cette formation. Donc j'ai tout de suite eu envie de la proposer aux équipes. Alors, les responsables des relais petite enfance et les directrices de crèche n'avaient pas expressément formulé le besoin d'une formation en secours en santé mentale. En revanche, elles m'avaient fait part vraiment d'observations et de constats. Donc, sur les relais petite enfance, leur constat, c'était vraiment que depuis le premier confinement, leur rôle d'écoute auprès des assistants maternels avait énormément augmenté. C'est-à-dire qu'elles étaient très souvent appelées par les assistantes maternelles qui leur faisaient part de leur mal-être, leurs difficultés dans leur travail, des relations avec les parents. Donc, elles ont demandé à faire une formation à l'écoute pour être plus à même d'écouter justement les difficultés des assistants maternels. Et les directrices de crèche ont pu témoigner de problématiques rencontrées avec des parents qui semblaient vraiment fatigués au bord de l'épuisement. Donc là, on peut parler de burn-out parental. Donc, on a cherché un peu une formation sur le burn-out parental, mais on n'a pas trouvé ce qui correspondait à nos attentes. En revanche, la formation, donc premier secours en santé mentale, m'a vraiment paru bah, très. Enfin, c'est vraiment la formation qu'il leur fallait. Par exemple, j'ai le témoignage d'une directrice de crèche qui me disait que il y a une maman qui est venue sur un temps du midi voir son enfant juste pour lui faire un bisou avant de repartir. Donc, c'était étrange que cette maman vienne là. Et donc, la directrice l'a reçue après en entretien dans le bureau. Effectivement, la maman lui a confié qu'elle venait dire au revoir à sa fille avant de passer à l'acte et qu'elle avait pensé, enfin, clairement des idées suicidaires. Et par exemple, une autre situation, c'est une responsable de relais petite enfance qui a reçu une assistante maternelle en entretien, en rendez-vous, juste pour
normalement parler d'une fin de contrat et elle a vu que la santé maternelle était très mal et au cours de l'entretien, elle lui a fait part aussi de son envie, enfin de ses pensées suicidaires à très court terme, quoi. Donc voilà, tous ces témoignages-là nous ont fait penser qu'il fallait absolument que les équipes suivent cette formation. Et du coup, je me suis greffée moi-même à la formation parce que dans ce contexte anxiogène, je voulais être en capacité de faire de la prévention auprès des équipes qui peuvent témoigner régulièrement d'un mal-être, de difficultés financières, de stress ou de charge mentale dans leur situation familiale. Donc effectivement, c'est très récent parce que la formation, nous l'avons suivie lundi et mardi, donc hier et avant-hier. Donc là, c'est vraiment un témoignage à chaud. Les retours qu'on a pu faire, que ce soit les membres de mon équipe ou moi-même, c'est que c'est une formation très intéressante, qui est vraiment complète parce qu'elle balaye tous les troubles de la santé mentale. C'est une formation pratico-pratique parce qu'elle donne vraiment des outils afin d'être en capacité de réagir. Donc, de réagir dans deux types de situations. D'abord, une situation de prévention, quand on est vraiment dans l'inquiétude sur l'état de santé mentale d'un collègue, d'un proche ou d'un usager. Et aussi dans une situation de crise, quand on est face à quelqu'un qui a vraiment clairement des pensées suicidaires à l'instant T où il nous parle, ou alors qui est en crise psychotique, ou alors sous l'emprise de substances. Donc voilà, la formation propose vraiment des outils, une méthodologie pour être en capacité de réagir. La formation est aussi très ludique parce qu'elle utilise des techniques d'animation très différentes et variées qui rendent ces 2 journées vivantes. Parce qu'effectivement, ce sont des sujets difficiles et complexes et potentiellement toutes les thématiques abordées, les différents troubles psychologiques abordés, enfin, euh, et en fait, les participants autour de la table étaient souvent, enfin, concernés par une des problématiques. Donc, en fait, ça peut être douloureux pour ces personnes-là. Et vraiment, l'avantage de la formation et de Célia, qui est la formatrice, c'est vraiment de prévenir les participants qu'à tout moment, quelqu'un qui se sentirait trop concerné, trop touché par la problématique évoquée, qu'elle peut quitter la salle et qu'elle peut aller prendre l'air et revenir plus tard. Donc voilà, donc toute cette méthodologie avec des jeux, etc., rend ces 2 jours tout à fait agréables et plutôt ludiques. Et donc dans les perspectives, une fois qu'on a suivi cette formation, bah, c'est vraiment d'être en capacité de détecter une personne qui est en souffrance mentale, de savoir comment réagir et aussi et surtout de connaître les services ressources afin de l'orienter, que la personne ne reste pas dans ce mal-être ou dans cette crise, quoi. Et donc, j'ai moi l'intention de parler autour de moi, que ce soit professionnellement ou personnellement, de cette formation. Je pense qu'elle est vraiment nécessaire et indispensable, comme peut l'être la formation des premiers secours en santé physique, quoi. Je sais pas si vous avez des questions concrètement sur la formation. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Non. Ben non, il n'y a pas... Ah, si. Avez-vous suivi la formation en distanciel ou en physique? En présentiel, on était 13 participants dans les locaux de la mutualité à Caen. Donc, non, non. Et je vois pas, enfin, je vois difficilement une formation comme ça en vidéo, en tout cas pour ma Mm, part. mm. Je trouve que c'est bien qu'elles soient en présentiel. Je vais compléter, Géraldine. Du coup, j'ai été la formatrice de cette formation. Je pense que c'est important qu'elle soit en présentiel, dans le sens où, et vous le verrez si vous faites la formation en premier secours en santé mentale, on a énormément d'activités pour mettre en pratique. C'est pas du tout une formation descendante. Déjà que c'est très lourd comme sujet. Donc effectivement, Géraldine, on peut être pris psychologiquement et ça, il faut aussi en être conscient. Il faut être dans un bon état de santé mentale quand on vient faire la formation de premier secours en santé mentale. Mais c'est une formation dynamique. C'est une formation où on a des activités, c'est des formations où on bouge. Donc en visio, ce serait un petit peu plus compliqué et c'est quand même mieux en présentiel. Oui, surtout que là, en l'occurrence, sur les 13 participants, il y a une personne qui, à un moment, s'est sentie vraiment trop concernée personnellement. Elle a pu quitter la pièce et c'était important qu'il y ait du monde autour d'elle. Que voilà, Célia, tu as pu aller la voir et puis d'autres personnes ont pu aller la voir parce que je me dis en visio, être tout seul chez soi ou dans son bureau Mm. et être éprouvé, ça pourrait être compliqué. Donc, oui, vraiment en Oui. présentiel, pour moi, c'est. Oui, oui, vaut mieux, vaut mieux. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut être amené à sortir à tout moment C'est ça. et pour Et tout ça, seul, il c'est faut, pas.
Et pour ça, il faut aussi l'œil du formateur et un accompagnement aussi du groupe à côté. Donc là, c'est une question pour vous, je pense. Enfin, plutôt pour toi, Célia, ou pour... Avez-vous un relais pour les autres Pour les- régions? Ou dans d'autres régions de France. Ah, alors ce que je vais faire, vu que vous, voilà, vous êtes en discussion, je ne sais pas si on parle de la formation premier secours en santé mentale, mais je vais vous mettre le site de PSSM France, puisque effectivement, je suis formatrice en premier secours en santé mentale, mais vous avez des formateurs dans toutes les régions. Et le site de PSSM France indique en direct les formations qui sont disponibles. Euh, donc, c'est des formations qui sont actées, hein. Vous aurez les jours et libre à vous de vous inscrire sur le site aussi de PSSM France. Donc, pour les télétravailleurs ou d'autres régions, peut-être que vous aurez une structure, une formation plus proche de chez vous sur le site de PSSM France. Je vais vous mettre tout ce que je vous ai parlé. Je fais mes petites recherches et je vous mets ça dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. PSSM France, check, allez-y sur le site de PSSM France. Hop, je vous glisse ça. Et sur le site de PSSM France, il faut bien aller sur le calendrier des formations. Et vous verrez, sur les régions, vous aurez toute une liste de formations qui sont actuellement proposées. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas de la Normandie, il y a cette solution. Pour les lignes d'écoute, du coup, j'en profite, hein, je vous mets un petit peu tout en même temps. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Bah, il y a des commentaires sur le fait que ça soit en présentiel ou en Ouais. distanciel. Bon, bah, après, chacun trouve la méthode, je pense, qui lui convient le mieux. Et c'est vrai qu'en ayant suivi cette Mm. formation, on se dit qu'elle devrait être proposée à tous les types de métiers, que ce soit des métiers en relation avec le public, mais aussi des métiers plus administratifs, des services support, parce que on peut tous être confrontés à vivre ça avec un collègue ou un voisin, quoi. Mm. Mm. Voilà, on parle que de la formation des premiers secours en santé physique, mais ouais, quand on a fait cette formation-là, on se dit que c'est une évidence qu'elle devrait être beaucoup plus connue, proposée, généralisée, quoi. Et Oui, voilà. Et même si c'est 2 jours avec des thématiques lourdes, c'est une formation très agréable, et voilà, dans la bienveillance. Mais on ressort vraiment avec des. Alors, je dis pas que enfin, qu'on vivrait la situation de manière facile si vraiment on était confronté à quelqu'un avec des pensées suicidaires, mais en tout cas, on se sent armé et on sait ce qu'on peut dire et comment faire, quoi. Un peu tout à plus fait. préparé, en fait. Mm. Oui, mais c'est ça. Je dis pas facile, mais en tout cas capable de faire. Voilà. Je vois Elise qui dit oui, il propose en distanciel. Bien sûr, il propose en distanciel. C'est vraiment libre à vous aussi hein, de faire. Mais si vous le faites en distanciel, soyez conscient que c'est quand même une formation assez difficile. C'est tout voilà, ce qu'on voulait dire. Mais effectivement, il y a des formations aussi en distanciel. Alors, je Ah, vois il le y a une commentaire de question. Marine. Ouais, Ah, alors là, la différence, c'est que nous, on se connaissait tout autour de la table. En plus, c'était que donc les membres de l'équipe de la filière enfance, c'est-à-dire les directrices des crèches ou les responsables des relais. Donc, elles se connaissaient entre elles. Donc, déjà, forcément, au niveau briser la glace et instaurer un climat de confiance, c'était assez propice. Mais je sais pas, Célia, comment tu procèdes si c'est des Alors, personnes qui ne se connaissent pas. Euh, eh ben, c'est souvent comme ça que ça se passe. Souvent, le groupe ne se connaît pas. Moi, je recense les inscriptions. Et puis, c'est juste que dans la formation PSSM, on a un minimum de 8 personnes et un maximum de 16 personnes. Voilà la seule limite que j'ai. Parce qu'il y a, comme, je sais pas si tu as vu là, c'est plus. la question de Alors, Marine. Ouais, la question de Marine, est-ce que vous faites un récap? en gros, si Euh, on est un peu chargé émotionnellement à la fin de la hmm, formation, comment hmm, évacuer hmm. tout le Euh, stress? alors, en fait, ça, c'est aussi le rôle du formateur que de faire en sorte que tout au long, en fait, en tant que formatrice, je fais en sorte tout au long de la formation d'être vigilante sur votre état émotionnel. On a un moment donné où on fait une méditation en pleine conscience à la fin de la première journée pour voilà, aussi pour soulager le stress. Et bien sûr, le rôle du formateur, c'est d'être présent pour vous à tout moment de la formation et même à la fin, euh, si vous en avez le besoin.
Et on a un système de pouces de toutes les manières, chaque fois indiqué pouce en haut, je m'en vais, tout va bien, et pouce en bas, ça ne va pas. Ça nous permet d'être vigilante sur comment vous vous sentez. Et il est clair que si vous n'allez pas bien, on ne vous laissera pas partir comme ça. C'est aussi notre rôle, hein, que d'être là pour vous. Mais c'est sûr que ça peut être prenant et on invite à chaque fois, à la fin de la formation, hein, les participants à prendre soin d'eux et on reste disponible à l'issue de la formation pour échanger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Euh, voilà, ouais, ça peut être vraiment dur, ça c'est sûr. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois on rappelle, hein, que ça peut être dur et qu'on peut sortir à tout moment, tout simplement. Tu avais Ouais. eu aussi une question, Célia. Alors là, c'est Oui. pas dans les questions qui se sont posées aujourd'hui, mais comment devenir formateur PSSM? Et bien sûr, le site de PSSM France que je vous ai mis dans l'espace commentaire, vous avez d'ailleurs, normalement, si vous cliquez dessus, vous avez la petite alerte actuellement. Il y a une formation de formateurs qui se déroule, donc, je vous le dis, à Lyon, du 22 au 26 janvier, ou du 29 janvier au 2 février, ou du 5 au 9 février pour la formation à destination spécifiquement des jeunes, pour les jeunes, formation jeune. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire soit sur la formation PSSM standard, soit sur la formation de formateur, sachant que pour devenir formateur, il faut bien sûr impérativement être secouriste et vous aurez des questions, bien sûr, des prérequis à remplir, un questionnaire pour savoir quel est votre lien avec la santé mentale et vos motivations à devenir formateur. C'est une formation de une semaine. Euh, voilà, je, j'ai été formée en interne, donc je pourrais pas vous en dire. Enfin, en interne, en tout cas, c'est une formation que j'ai fait pour la Mutualité française Normandie, donc je pourrais pas vous en dire plus sur, en tout cas, l'aspect financier, s'il y a une question sur cet aspect-là. Et du coup, pour votre information, on est 32 formateurs en Normandie. Hop, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, juste moi pour finir le témoignage, encore merci Célia. Voilà, c'était vraiment intéressant. Et ouais, même si ce sont 2 journées fatigantes, les échanges que j'ai eu avec les équipes en sortant, c'est qu'on n'a pas eu ce sentiment de lourdeur voilà, ou de besoin d'évacuer parce qu'au fur et à mesure, tu le fais pendant les 2 jours de formation. Donc, c'était un plaisir. Ben, plaisir partagé. C'est toujours, voilà, moi je suis contente de pouvoir participer euh, au fait voilà, de former des secouristes. Et je vous invite à parler de cette formation autour de vous. On a une question de Marine Oui. pour, qui souhaite savoir s'il faut avoir une expérience en psychologie ou autre pour être formateur PSSM. La réponse est non, dans le sens où pas besoin d'être psychologue pour être formateur premier secours en santé mentale. En revanche, forcément, il faut avoir eu un lien avec la santé mentale, une expérience en lien avec la santé mentale, mais pas forcément un diplôme de psychologie, puisque si vous faites la formation de formateur, vous le verrez, c'est une formation de toutes les manières, très encadrée. J'en dis pas plus parce qu'après, ça, tout est vu dans le cadre des premiers secours en santé mentale et de la formation. Mais c'est une formation qui est dispensée dans plusieurs pays et qui est standardisée. En tout cas, le protocole sera le même dans tous les pays. Voilà, elle est très bien ficelée. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être psychologue ou d'avoir des connaissances en psychologie. Notre but ultime, c'est de présenter le plan des premiers secours en santé mentale et de rendre les personnes secouristes, de former des secouristes. Pour ça, il y a juste besoin de techniques d'animation et d'un minimum forcément de connaissances en santé mentale, bien sûr. Alison, les critères de sélection sont quand même difficiles. Euh,
Oui, en tout cas, il y a vous aurez, je crois, 10 questions à remplir et il s'assure quand même que vous ayez voilà, un, un lien avec la santé mentale, une expérience dans la santé mentale. Quand tu Euh, dis expérience dans la santé mentale, c'est oui, quoi précisément? alors une expérience, C'est c'est-à-dire pas une expérience forcément avoir les... professionnelle. Moi, enfin, en tout cas, j'ai si, expérience professionnelle et des connaissances personnelles. C'est une série, oui, 20 questions. Pardon, pas 10, 20. Cette formation, donc là on parle de la formation de secouriste, est-elle pertinente en tant que travailleur social pour mieux accompagner les publics fragilisés? Oui, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, c'est une formation citoyenne, tout le monde, en fait, au final, hein. L'objectif, ce serait que tout le monde soit formateur, encore plus quand on a un contact avec un public dit fragilisé. Bien sûr, ça vous permettra et de un, de mieux repérer les troubles, pas de poser un diagnostic, mais de mieux repérer en tout cas les signes et de pouvoir avoir une démarche, un processus pour orienter la personne vers le soin. Parmi les questions, il y avait aussi une demande de savoir si la mutualité organisait une formation prochainement. Eh bien, je peux vous dire que oui, j'organise une formation le 29 et le 30 janvier prochain. Je vais la mettre très bientôt sur le site de PSSM France. Donc, n'hésitez pas. Ok. Ah, alors, je vois un... Ah bah voilà, merci d'avoir mis le lien sur voilà, notre site internet. Effectivement, l'information est sur notre site internet, pas encore sur le site de PSSM France, mais vous pouvez d'ores et déjà me contacter par mail. Ah, et on Le redemande tarif, le tarif. 250 euros. Je précise que ce n'est pas moi qui fixe les tarifs, hein. C'est tarif, on a tous, voilà, ce tarif, c'est tarif fixé par PSSM France, qui inclut du coup les 2 jours de formation et le manuel des premiers secours en santé mentale que vous aurez à disposition ensuite. Hop, Voilà. Je pense Je qu'on a fait le tour de toutes les questions, à peu près. Ah, oui, vous mets aussi un ouais, moteur de recherche pour c'était trouver exact. des professionnels et des structures. Et dans l'espace commentaire, je vous mets aussi je vous parlais dans ce webinaire d'un document que je trouvais très intéressant sur les risques psychosociaux et notamment le burn-out. Je vous le mets, je vous invite à lire la documentation qui est sur le site du coup euh, de la santé et sécurité au travail, si vous voulez davantage de questions, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le burn-out et le burn-out. Mm. Et dans les commentaires, il y a aussi une précision sur des sessions gratuites qui sont organisées sur le territoire. Alors, c'est vrai, je ne sais Oui. pas sur quel territoire vous êtes, mais il y a Mhm. des départements ou des fois la Caisse primaire d'assurance maladie qui organise également les formations PSSM. Oui, 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 renseignez-vous sur voilà, les sessions disponibles dans vos départements aussi. Merci, merci Alison pour la précision. Merci du Et coup maintenant, tu as des Varam. Avez-vous félicitations. voilà, est-ce que vous avez j'ai encore 10 minutes, donc si vous avez des questions, euh, voilà, on a 10 minutes, même avec Géraldine, on est présente pour vous répondre. Je vais me permettre de mettre dans le chat un lien pour un questionnaire de satisfaction. On aimerait savoir comment vous avez ressenti ce webinaire. Ça vous prendra seulement quelques minutes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, Ah, je ne il y sais a pas Élise s'il y a qui des... parle de PSSM Ah, Jeune. une dernière question. Alors, PSSM Jeune, il existe une formation PSSM standard, celle que je dispense. Et effectivement, il existe une formation PSSM pour le public jeune. Je ne suis pas formatrice, mais en tout cas, PSSM Jeune, je ne pourrais pas vous dire le contenu de cette formation, mais elle existe.
effectivement. S'il n'y a plus de questions, on peut proposer de clôturer le webinaire. Et puis, si d'autres questions à venir, bah, de toute façon, il y a tes coordonnées, Célia, qui sont sur le diaporama. Donc, ne pas hésiter à te contacter si besoin. Ah, oui, c'est ça. C'est bon. Oui, effectivement, je reste disponible. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci Camille, Célia et Géraldine, c'était Voilà. super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci. et puis bah, bonne fin de journée à vous tous et prenez soin de vous. Et on se retrouve la Merci. semaine prochaine pour un nouveau cycle de webinaire organisé avec la CRES et toujours en partenariat. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et Bonne Au revoir. Merci. Merci, au revoir. bon après-midi. Bon après-midi.